Sur la côte européenne d'Istanbul, il y a ceux qui partent, ceux qui arrivent, ceux qui restent. Depuis le quartier portuaire de Karaköy, tous font la navette entre deux continents, l'Asie et l'Europe, sans cesser d'être chez eux. Tous se retrouvent sur le pont de Galata, emblème de ce quartier historique où hier, marins et artisans, dealers et prostituées tenaient le haut du pavé. Aujourd'hui, jeunes branchés et créatifs les ont remplacés aux terrasses des bars et des cafés devenus à la mode. Incontournable quartier de Karaköy qui cache une toute autre histoire. Celle d'une pionnière, médecin malgré elle. Aristocrate, féministe convaincue et écrivaine britannique, Lady Mary Wortley Montagu est une des premières occidentales à voyager dans l'Empire ottoman. Lorsque son mari est nommé ambassadeur en 1716, elle choisit de l'accompagner et s'installe à Constantinople. Ceyhan Rasimoglu est historienne. Elle nous raconte le destin de cette femme. Quand elle arrive ici, on peut dire qu'elle ne veut pas rester enfermée chez elle. Elle veut toujours sortir dehors pour voir ce qui se passe dans les rues, les croyances des gens, leur manière de vivre, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils font quand ils se rassemblent. Toujours prête à découvrir de nouveaux environnements, Lady Mary Montagu étudie l'islam. Elle apprend le turc et s'intéresse à la culture ottomane. Dans ses correspondances, elle décrit avec précision les femmes qu'elle côtoie de manière intime. Contrairement à ce que décrivent les orientalistes, elle dit qu'elles ne vivent pas dans un système d'esclavage, d'assujettissement. Dans ses lettres, elle ajoute même que les femmes ottomanes vivent plus librement que les anglaises. Elle tire ses observations de ses visites au hammam et lors des dîners organisés par les femmes. Un jour, elle assiste à une pratique surprenante. Les femmes qu'elle fréquente prélèvent un liquide séreux sous les croûtes des pustules de malades atteints de la variole et elles l'injectent ensuite à leurs propres enfants. Cette méthode, déjà pratiquée en Asie et en Afrique depuis le XVe siècle, sera appelée la technique de l'inoculation. Pour Lady Mary Montagu, c'est une révélation. Lady Montagu voit bien qu'après l'opération, on ne ressent qu'une légère démangeaison comme seule douleur. Et juste après, les enfants continuent de jouer dans la rue et les femmes, elles, s'amusent dans le quartier en organisant des activités divertissantes. Un peu plus tard, les enfants commencent à avoir de la fièvre. Ceux qui en ont sont envoyés au lit. Ils ont quelques petits symptômes et ensuite, ils sont immunisés. Au XVIIIe siècle, la variole est l'une des principales causes de mortalité dans le monde, plus fatale que les conflits. 1 malade sur 5 en meurt. Ceux qui en réchappent sont marqués à vie par les cicatrices sur leur visage. Lady Mary Montagu connaît bien la maladie, son frère en est mort à l'âge de 20 ans. Elle la contracte, elle aussi, 2 ans plus tard, en 1715. Elle survit mais porte pour toujours les stigmates de la maladie. Sur son visage, il reste des traces de pustules et elle perd ses sourcils. C'est une femme qui est connue pour sa beauté et le fait qu'elle doive vivre avec ces taches toute sa vie lui fait peur. Mais l'efficacité de la méthode l'impressionne. Elle fait varioliser son fils de 5 ans selon la technique employée par ces femmes turques. De retour en Angleterre, elle est bien décidée à rendre populaire le processus de l'inoculation dans son pays. Pour expliquer cette méthode et les convaincre, elle essaie plusieurs choses. Elle montre son enfant pour prouver que la méthode est efficace. Mais au départ, la communauté médicale en Angleterre est très réticente parce qu'ils n'y sont pas habitués et qu'ils trouvent cela dangereux. Le procédé choque. Lady Mary Montagu se heurte à une société rigide et sexiste qui voit d'un mauvais œil le recours à des pratiques venues d'ailleurs et dispensées, qui plus est, par des femmes.
Le fait que cette idée vienne d'une femme, c'est une chose qui est difficile à accepter pour eux. On sait qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, les femmes n'ont pas une grande place dans le monde scientifique et médical. Elles ne sont pas traitées avec respect. Elles ne peuvent pas prendre des cours de sciences. Elles ne sont pas élues aux instituts prestigieux. C'est seulement en s'éduquant elles-mêmes qu'elles peuvent faire partie de ce cercle. En 1721, une nouvelle épidémie dévastatrice frappe Londres. Lady Mary Montagu s'accroche à son combat en publiant anonymement, un an plus tard, un article dans un journal pour expliquer ce procédé dans lequel elle croit tant. Les médecins décident de réexaminer et de réessayer cette méthode lorsque survient un nouvel épisode de variole. L'un des médecins de la cour royale teste le procédé sur 6 prisonniers, 3 femmes, 3 hommes. Il leur dit « Vous allez participer à cette expérience et vous serez pardonnés ». Plus tard, ils essaient sur d'autres cobayes, sur les enfants, les jeunes, les orphelins, des gens marginaux, des gens dont personne ne se soucie. Malgré des résultats encourageants, l'idée d'inoculer volontairement une maladie à un patient sain reste très mal perçue. À l'époque, 2 à 3% des personnes traitées meurent tout de même des suites de la variole. C'est plus de 70 ans plus tard que la méthode sera perfectionnée et rendue populaire par un homme, le Britannique Edward Jenner, considéré comme le père de l'immunologie pour ses travaux sur les bovins. Il fait vacciner un enfant et il effectue son prélèvement sur la vache. Et cela fonctionne. Finalement, le vaccin de Jenner est reconnu en 1796. Et d'ailleurs, le mot vaccin qu'on utilise aujourd'hui est un dérivé du mot vache. Quand on regarde l'histoire de la variole, on pense que tout a commencé avec Jenner. Mais si on remonte à plus loin et qu'on s'intéresse aux sources orientales, on se rend compte que c'est Lady Montagu qui a été la première à diffuser en Occident cette pratique venue de l'Orient. Ce n'est qu'en 1980 que la variole est mondialement éradiquée grâce à la vaccination. Quant à Lady Mary Montagu, ses Turkish Letters seront publiés à titre posthume et on lui attribuera le premier pamphlet féministe publié en anglais, Woman Not Inferior to Man, paru en 1739.